Alors, je commencerai directement par une question frontale. Vous avez à peu près 10 minutes chacun. Je sais que c'est un exercice difficile, mais c'est comme ça. On va essayer de dégager quelques lignes de force. En partant de la situation actuelle au Moyen-Orient, mais pas simplement, parce qu'on a aussi la question de la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques d'une troisième guerre mondiale ? Et certains parlent d'ailleurs d'une, je crois que je me demande si c'est pas vous, troisième guerre mondiale qui vient d'une certaine façon et qui opposerait peut-être un champ démocratique aux empires avec plusieurs foyers ou lignes de front. Alors je posais cette question, je reposerai tout à l'heure la question à Bruno Tertré, mais quelle est votre idée sur cette question qui d'ailleurs est assez anxiogène, hein ? Oui, et puis surtout qu'il est un peu compliqué d'y répondre. Mais comme à peu près toutes les questions que vous allez nous poser aujourd'hui, parce que comme vous l'avez dit, les choses sont en mouvement et on assiste aujourd'hui à l'effondrement d'un vieux monde, celui qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre froide. Et on est dans la phase de décomposition, d'effondrement, de transition. Il sera à terme remplacé par un nouveau monde, mais on est aujourd'hui dans cette position de chaos. En fait, il y a des règles quand même dans ce chaos, mais d'où l'espèce d'angoisse et d'inquiétude. Sur le risque d'une troisième guerre mondiale, je répondrais non, mais. Non, parce que en Ukraine, le conflit a été, pour l'instant, relativement endigué. C'était le but des Occidentaux, et notamment des Européens et des Américains, de ne pas rentrer dans cette guerre en évitant de mettre des troupes sur le terrain. Pourquoi ? Parce que la Russie est une puissance nucléaire. Et donc le statut nucléaire de la Russie a dressé une espèce de barrière naturelle pour les pays occidentaux en disant on aide l'Ukraine, mais on l'aide un peu, on augmente l'aide au fur et à mesure, mais on essaye de ne pas franchir la ligne rouge de Poutine, dont personne d'ailleurs ne sait si elle existe vraiment, et où elle est, ça c'est une autre histoire. Alors c'est vrai qu'il y a eu des interférences étrangères, par exemple la Corée du Nord a aidé la Russie à reprendre la région de Koursk, au sud de la Russie, qui avait été prise il y a 1 an et demi pendant l'été par les Ukrainiens. C'est vrai que la Chine et l'Iran ont aidé la Russie. Elles ont aidé la Russie en l'aidant à contourner les sanctions. L'Iran l'a aidé l'Iran lui a vendu des drones et aussi l'a aidé à installer des usines de drones et à produire elle-même des drones Shahed que la Russie d'ailleurs aujourd'hui a transformés. Mais le conflit est pour l'instant resté relativement contenu et les aides des pays européens ont toujours fait attention à ne pas aller trop loin. Même la coalition des volontaires, qui est les garanties de sécurité proposées par l'Union européenne, elle n'est théoriquement valable que le jour où il y aura un cessez-le-feu. Alors ça repousse à chaque fois le but, puisque pour l'instant Vladimir Poutine ne veut pas de cessez-le-feu. Mais il n'est pas question aujourd'hui pour les Européens d'envoyer des troupes en plein milieu de la guerre. Non aussi si on s'intéresse au terrain iranien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable alliance militaire entre l'Iran, entre Pékin et la Russie. Pour l'instant, l'aide de la Russie et de la Chine à l'Iran se limite à la fourniture d'imagerie de renseignements. La Chine n'a pas intérêt à rentrer dans la danse et à voir la déstabilisation de la situation se poursuivre. Donc pour l'instant c'est relativement contenu de ce côté-là, et même les pays du Golfe. Alors on voit que depuis quelques jours il y a eu une espèce de rupture. Les pays du Golfe qui ne voulaient pas de la guerre, qui ont essayé de convaincre les États-Unis de ne pas la lancer aujourd'hui, et qui s'étaient réconciliés, enfin avaient lancé une phase de réconciliation et de négociation diplomatique pour se rapprocher de l'Iran,
parce qu'ils avaient peur de l'Iran et qu'ils préféraient avoir un modus vivendi plutôt que d'une confrontation militaire. On voit qu'ils sont rangés aujourd'hui du côté des États-Unis, et alors ils ne le crient pas, pas à la télévision, mais les dirigeants des pays du Golfe disent bon, si les États-Unis peuvent nous débarrasser définitivement de la menace iranienne, maintenant que la guerre est commencée, autant finir le boulot. Ils menacent aujourd'hui de rentrer dans la guerre, surtout l'Arabie Saoudite, et en même temps, il y a beaucoup de réticences, il n'y a pas la coordination militaire entre les pays du Golfe. Rentrer dans la guerre comme ça avec les Israéliens et les Américains, c'est compliqué au niveau aérien. Ils ne sont pas très à l'aise, les pays du Golfe, avec la bataille militaire, hein, l'utilisation de leurs... alors ils ont des armes, hein, par exemple les Émirats Arabes Unis ont beaucoup de Rafales, mais ils ne savent pas très bien encore les utiliser. Ils n'ont pas cette habitude de combattre. Ils veulent surtout la stabilité économique. Donc pour l'instant, on ne voit pas leur entrée encore. De même qu'on ne voit pas d'enchaînement d'alliances comme en 1914, hein, avec l'Autriche-Hongrie et la Serbie. On ne voit pas d'enchaînement d'alliances comme en 1939 quand la Pologne a été envahie. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a la question de Taïwan qui pourrait venir perturber ce relatif équilibre dans le déséquilibre. C'est vrai que la Chine a promis la réunification, a pour objectif plusieurs fois répété de forcer la réunification de Taïwan avec la Chine d'ici 2027. C'est vrai qu'aujourd'hui les Chinois pourraient considérer que le moment est propice, même d'ailleurs d'accélérer cette réunification, puisque les États-Unis sont occupés au Moyen-Orient et encore un tout petit peu en Ukraine, donc ils ont moins d'énergie à mettre du côté de l'Indo-Pacifique. Mais là encore, les Chinois essayeront sans doute d'obtenir la réunification de Taïwan par des questions d'étouffement politique et économique. Donc on n'en est pas encore là. L'autre mais, je le mettrai sur la Russie, c'est-à-dire que c'est contenu pour l'instant, mais que se passera-t-il si, après la guerre d'Ukraine, s'il y a un cessez-le-feu, la Russie attaque un pays de l'OTAN? Alors si l'OTAN est encore en vie, il sera peut-être contraint de répondre. Là encore, ça dépendra de la menace qui sera exercée, enfin de l'action, du type d'action qui sera effectuée par les Russes. Est-ce que c'est des actions en envoyant des troupes, je ne sais pas, en Estonie, ou est-ce que c'est uniquement des cyberattaques? Vous voyez, l'article 5 de l'OTAN, il n'est pas non plus totalement automatique. Mais c'est vrai qu'il y a un risque que ce conflit dégénère, parce que ça fait déjà 4 ans de guerre, on est dans la 5e année, et plus ce conflit dure, plus il y a un risque de pourrissement de la situation. Par ailleurs, si l'Europe considère qu'elle n'est pas en guerre contre Vladimir Poutine, lui considère qu'il est en guerre contre l'Europe. La guerre contre l'Europe, du côté russe, elle a déjà commencé. C'est une guerre informationnelle, c'est une cyberguerre, et il est fort à parier qu'elle ne va pas s'arrêter demain. Donc à un moment, il faudra bien réagir, peut-être. On sera obligé de réagir un peu plus fort. Quant au Moyen-Orient, franchement, ça va dépendre de la manière dont les choses évoluent. C'est vrai que si la situation dégénère et que les Américains sont obligés de mettre des troupes au sol et qu'il y a une espèce d'enlisement de cette guerre qui devait durer quelques jours ou maintenant quelques semaines, c'est vrai qu'il est difficile de calculer aujourd'hui les potentiels débordements de ce conflit. Alors encore une fois, on n'en est pas encore là parce que tout le monde parle d'enlisement, mais on ne peut pas parler d'enlisement dans une guerre au bout de 3 semaines. Enfin, la guerre en Ukraine, elle dure depuis 4 ans. C'est vrai que c'est le temps des médias, le temps des réseaux sociaux. On considère qu'au bout d'une semaine, si les objectifs militaires ne sont pas remplis, ça y est, la guerre est perdue du point de vue de celui qui l'a déclarée. On ne peut pas voir les choses comme ça. On peut dire que les Américains ont plus de difficultés que prévu. On peut dire qu'ils avaient sous-estimé la résistance du régime iranien.
et qu'ils avaient surestimé leur capacité à le faire s'effondrer d'un seul coup. Mais on ne peut pas dire que la guerre est perdue pour les Américains et que l'Iran a gagné aujourd'hui. D'ailleurs, ça peut changer dans 48 heures. On ne sait jamais où se situe le point de rupture des armées et des systèmes dictatoriaux. Ils tiennent en général très très longtemps, mais en général, ils s'effondrent très vite d'un seul coup et personne ne le voit arriver. J'en suis à 10 minutes là, non? Oui, non, mais là, vas-y. vous avez le temps. Bon, de toute façon, on y reviendra. Non, mais vous avez le temps de développer. Non, mais c'est bon, c'est 10 minutes. Bien, je posais la même question à Bruno Tertrais. D'ailleurs, je ferai référence à un livre que vous avez écrit, je crois que c'est en 2011, L'Apocalypse n'est pas pour demain, et pour en finir avec le catastrophisme. Est-ce que vous, par rapport à ce livre, par rapport entre 2011 et aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution des choses? Est-ce que vous pensez qu'une guerre est possible? Et puis je rajouterai une petite question, puisque vous connaissez bien la question de la dissuasion nucléaire. Est-ce que la bombe et la dissuasion nucléaire continuent à maintenir la paix entre les grandes puissances? Est-ce que le risque d'une conflagration entre les grandes puissances s'est développé ou pas? Voilà. Bon, merci beaucoup, bonjour à tous. Cher Jean-Pierre, vous avez pris le risque, en invitant Isabelle et moi, d'inviter deux personnes qui sont souvent d'accord. Et la toute dernière formule utilisée par Isabelle, je crois qu'elle vient de moi, à moins que quelqu'un d'autre l'ait inventée aussi, savoir que je dis et j'écris depuis longtemps que les régimes autoritaires durent longtemps, mais s'effondrent effectivement très rapidement. Alors je suis sans doute pas le seul à le dire, mais je vais quand même essayer de trouver des points de désaccord, de convergence limitée entre Isabelle et moi, quitte à les exagérer un petit peu pour le plaisir du débat. En 2011, je disais l'Apocalypse n'est pas pour demain, mais j'ai peut-être ajouté une préface, mais elle est peut-être pour après-demain. Je ne suis toujours pas un catastrophiste, d'ailleurs je vais dire pourquoi, bien sûr, mais j'avoue que la guerre du Moyen-Orient a rendu mon optimisme plus difficile à exprimer. Très clairement, cette affaire est une catastrophe, et quoi qu'il se passe après, je ne suis pas certain que le bénéfice pour la communauté internationale, pour les démocraties, sera supérieur au coût qui aura été payé. Je réserve mon jugement évidemment, et je suis évidemment d'accord avec Isabelle quand elle nous rappelle à juste titre que une guerre, de toute façon, il y a des surprises, il y a des points de rupture, rien de tout cela n'est terminé, mais c'est vrai que je ne peux pas dire autre chose quand ce qui se passe en ce moment est une catastrophe absolue. Voilà. Parce que les répercussions économiques indirectes sont quand même terribles et on n'en voit que le début à mon sens. Juste, Jean-Pierre, je vais reprendre 5 points que vous avez, 5 images ou 5 expressions que vous avez utilisées dans votre propos liminaire. D'abord, moi, sur la géopolitique, pour commenter l'actualité et prendre un peu de recul, ma boussole, c'est souvent Raymond Aron, c'est toujours une bonne boussole à avoir. Une des phrases que j'aime bien d'Aron, c'est chaque génération a le sentiment de vivre un tournant. Alors c'est souvent exagéré, mais je crois que c'est assez vrai aujourd'hui. J'ai l'impression de revenir au tout début de ma vie professionnelle, en 1991, où on vit effectivement, pour une fois peut-être, un vrai tournant dans l'histoire internationale. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Isabelle, c'est parce que je ne suis pas encore certain que l'effondrement de ce monde de 1945 ait eu lieu. Je crois que les points de rupture ne sont pas encore atteints. Les points de rupture ne sont pas encore atteints. Les points de rupture, c'est quoi? C'est l'Amérique qui se retirerait de l'OTAN ou de l'ONU. C'est Trump qui envahirait le Danemark. C'est la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité. Enfin, il y a un certain nombre, à mon sens, de balises ou de signaux qui nous diraient qu'effectivement, ça y est, là, on a passé cette très longue période de l'après-Seconde Guerre mondiale. À mon avis, nous n'y sommes pas. Et je suis encore moins d'accord quand on a l'air de suggérer qu'il y a forcément un nouveau monde qui va en surgir. Pour moi, le monde d'aujourd'hui, c'est le retour à la normale, point. Et la normale, A-N-O-R-M-A-L, c'était le monde des années 90. Mais pour moi, ce que les Américains appellent parfois la compétition des grandes puissances, c'est tout simplement le monde post-westphalien, enfin le monde d'après le XVIIIe siècle. Et c'est un monde, j'allais dire, que nous retrouvons le désordre normal du monde. Et je crois que je ne suis pas du tout sûr que la stabilisation viendra forcément plus tard.
Donc, vous savez, vous connaissez la phrase célèbre, le vieux monde est mort, le nouveau monde peine à naître. Non, pour moi, c'est une citation absurde. Parce qu'il faudra d'abord démontrer que le vieux monde est mort, ensuite qu'il faudra forcément un nouveau monde après. Non, je crois que pour moi, cette belle phrase que tout le monde cite de Gramsci, absolument, d'Antonio Gramsci, n'a absolument rien d'évident. Quant au chaos, là je redis ce que je disais, Aron avait encore une autre formule connue, chaque génération a le sentiment que c'était la stabilité, il appelle ça l'illusion rétrospective de la stabilité, c'était plus stable avant. Bon, je rappelle toujours ce que vous savez certainement, la guerre froide, non, c'était pas stable, c'était pas du tout vécu comme stable d'ailleurs. Et de dire il y avait un ordre bipolaire, franchement, c'est pas la manière dont on peut vraiment analyser la guerre froide. Donc, je crois qu'il faut se méfier de cette expression de chaos, là encore, parce que je ne suis pas sûr que le monde soit beaucoup plus chaotique qu'il était il y a une quinzaine d'années. La thématique du chaos et du tournant, on les a énormément retrouvés avec, en plus, la crise des relations transatlantiques dans les années 2000-2005, il faut quand même s'en souvenir. Donc voilà, je suis pas sûr, enfin, le monde n'est pas forcément plus chaotique que ce qu'il a été depuis 3 siècles, je dirais les choses comme cela. En revanche, Jean-Pierre, vous avez raison, tout ceci est très anxiogène. Et là, pour le coup, c'est aussi parce que... Alors, les dangers, les problèmes sont réels. Quand on a 15% du trafic mondial de navires marchands qui sont coincés à Hormuz, oui, c'est un vrai problème. On ne va pas se mentir, comme disent les jeunes. Mais je crois que aux chaînes d'information se sont ajoutés les réseaux sociaux qui, voilà, c'est une banalité de le dire, mais le caractère anxiogène de tout conflit amplifié par l'actualité est encore magnifié par l'existence des réseaux sociaux qui, nous le savons tous, sont des amplificateurs d'anxiété. Le contexte est mouvant, certes, mais est-ce qu'il était beaucoup moins mouvant avant? Je ne sais pas. Il y a un élément qui le rend, cela dit, plus mouvant que d'habitude, ce sont les retournements quotidiens et spectaculaires du président du plus grand pays au monde. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est à la fois anxiogène et troublant et mouvant. Voilà, Isabelle et moi, nous nous retrouvons souvent sur les plateaux, on nous demande généralement de commenter la toute dernière déclaration de Donald Trump. Personnellement, je réponds souvent, écoutez, moi je vais vous dire, il va dire le contraire demain, est-ce que c'est vraiment utile de commenter? Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de vision, mais en tout cas le côté mouvant, le mouvement brownien du monde, il est rendu encore plus intense par la personnalité même de Donald Trump. Voilà, ça c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on n'a quand même pas toujours connu, Dieu merci, depuis 30 ans. Enfin, sur les guerres en direct, là pour le coup, je repense aussi à 1991. Souvenez-vous, c'est la première guerre en direct. C'est les débuts de l'expansion de CNN et pour la première fois, à ma connaissance, on voit, comme ce qu'on disait à l'époque en mondovision, on disait. Mais là c'est chez vous tous les jours, vous avez en direct les caméras de CNN sur les toits des immeubles de Bagdad qui vous font vivre, entre guillemets, la guerre en direct. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a eu l'étape CNN, il y a eu l'étape chaîne d'information, et puis maintenant il y a l'étape réseaux sociaux. Donc c'est vrai que l'aspect guerre en direct, voilà, rend les choses encore plus présentes chez nous et encore plus présentes aussi via les réseaux sociaux. Alors maintenant, sur votre question, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Isabelle Lasserre sur le risque d'extension du conflit moyen-oriental. Rappelons effectivement que ni la Russie ni la Chine ne sont des alliés de l'Iran. Donc le danger d'escalade par les alliances, il n'existe pas. D'ailleurs, à ma connaissance, l'historiographie de la Première Guerre mondiale a quand même, aujourd'hui, c'est quand même distancié de ce qu'un certain nombre d'entre nous ont appris à l'école, à savoir le fameux enchaînement des alliances de 1914, comme si c'était quelque chose d'absolument automatique et inévitable. Je crois, à ma connaissance, on est revenu un petit peu de l'importance supposée de ce facteur dans la séquence des événements qui va de l'attentat de Sarajevo jusqu'à la conflagration à caractère mondial. Par ailleurs, les alliances d'aujourd'hui, quand elles existent, elles sont beaucoup plus souples. Mais ça, c'est un autre sujet, je vais y venir tout à l'heure. Bon, donc, premier point, ni la Russie ni la Chine ne sont alliés de l'Iran, et surtout, me semble-t-il, elles n'ont absolument pas envie d'aller se mêler de ça. Alors bien sûr, je sais,
la Russie donne probablement du renseignement satellitaire à l'Iran, bien sûr. Oui, la Chine, il y a des radars chinois dans le Golfe, sur la côte nord, oui, tout ça est vrai. Mais se mêler, intervenir directement, elles n'ont absolument pas envie. Elles sont dans une situation rêvée. Une nouvelle fois, l'Amérique est engluée au Moyen-Orient. Une nouvelle fois, l'attention du monde est focalisée sur le Golfe Persique. Une nouvelle fois, Washington est conspué dans les 3/4 des pays du monde. Que demande le peuple? Franchement, vous êtes la Russie de Poutine ou la Chine de Xi, c'est absolument parfait. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce qui se passe aujourd'hui, quel que soit le résultat, est quand même un désastre. Donc voilà, si vous voulez, je ne pense pas du tout que, même si on n'est pas au bout de l'escalade des tensions au Moyen-Orient, je ne crois pas du tout que ça puisse dégénérer en conflagration de type guerre mondiale. Sinon, de manière générale, bah oui, moi je dis souvent qu'il y a 3 cordes de rappel, en gros, pour essayer de faire comprendre que les risques de nouvelle guerre mondiale, de 3e guerre mondiale, je reprends votre expression, moi je ne l'aime pas trop, mais je pense que s'il y avait un nouveau conflit mondial, ça serait quelque chose d'assez différent de ce qu'on a vécu au XXe. Mais il y a quand même 3 cordes de rappel. D'abord, encore aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine, par exemple, il y a une interdépendance économique et financière qui n'est pas prête d'être rompue. Ça, c'est un soubassement assez important parce que, alors, il y a des wagons de travaux universitaires sur les liens entre interdépendance économique et conflictualité. Est-ce que Montesquieu, le doux commerce, bon, il y a des wagons de littérature sur le sujet. La conclusion en 2 mots, c'est compliqué. Mais il ne peut pas être dit d'emblée que l'interdépendance économique n'a absolument aucun lien sur la propension de 2 pays à rentrer en guerre ouverte. Voilà, je préfère en rester là. D'ailleurs, je ne suis pas forcément toute la littérature scientifique sur le sujet, mais ça reste quand même un frein possible dans une certaine mesure et avec beaucoup de nuances. Deuxièmement, alors les alliances, j'en ai dit un mot à l'instant. Les alliances aujourd'hui, à mon avis, elles jouent davantage comme instrument de dissuasion que comme mécanisme d'enchaînement. Les alliances, je crois qu'elles ont, parce qu'elles ont, ce sont des alliances d'abord nombreuses, solides pour un grand nombre d'entre elles. Trump ne les a pas encore cassées. Alors ça peut venir demain, hein, bon. Mais pour l'instant, elles résistent. Mais le fait d'avoir tout de même l'article 5 pour l'OTAN, le traité nippo-américain pour Tokyo, le traité de sécurité et la présence américaine en Corée du Sud, plus une dizaine d'autres, bah, je crois que ça reste quand même des outils, enfin des obstacles pour les dirigeants chinois, russes ou autres qui voudraient s'en prendre à leurs voisins. D'ailleurs, il y a quand même au moins un avantage à cette guerre déclenchée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, c'est que, et là encore c'est un petit peu le revers de la médaille pour Xi Jinping et Vladimir Poutine, c'est que ce qu'ils ne peuvent que constater, c'est que Donald Trump, contrairement à tous ses engagements, est décidé parfois à employer la force de manière massive. Donc ça peut vous faire reculer un peu parce que vous êtes obligé de vous dire, si vous êtes Poutine ou Xi Jinping, je pensais que ce type qui a été élu sur la promesse de ne jamais engager de grande guerre majeure au Moyen-Orient, pour faire simple, finalement il peut faire exactement le contraire, au moment où on ne s'y attend pas forcément. Donc, j'allais dire, peut-être que ça conforte un petit peu la dissuasion, justement, de manière générale. Enfin, troisièmement, et sans doute le plus important, vous avez dit, Jean-Pierre, j'ai effectivement écrit un ouvrage sur le sujet, la dissuasion nucléaire, ça n'existe pas en 1914. La dissuasion nucléaire, ça n'existe pas en 1939. Donc, ça existe aujourd'hui, et avec maintenant 8 décennies de pratique, si j'ose dire, on peut, à mon avis, en arriver à la conclusion provisoire selon laquelle il est difficile, je suis très prudent mais très mesuré dans mon propos, mais il est très difficile, à mon sens, d'expliquer l'absence totale de conflit ouvert entre grandes puissances du moment depuis 1945 si on ne prend pas en compte la dissuasion nucléaire. Voilà. Donc je suis modeste dans mon propos, mais je veux dire, plus le temps passe, plus, chaque année qui passe accrédite l'idée qu'il y a quand même là, pour le coup, il y a eu un tournant en 1945. Les armes nucléaires font peur,
elles conduisent à une certaine autolimitation. Je fais partie de ceux qui ont dit très tôt et qui continuent à penser que c'est sans doute le seul domaine dans lequel Poutine reste raisonnable, parce que même lui, dans une grande tradition soviétique d'ailleurs, puisque les dirigeants soviétiques avaient peur de l'arme nucléaire et peur de la guerre nucléaire, on le sait maintenant à travers de nombreuses archives, et donc si vous voulez, je pense que ça reste un facteur plutôt de retenue. Voilà, donc ces cordes de rappel, à mon sens, limitent considérablement le risque de Troisième Guerre mondiale, sans évidemment le faire disparaître totalement. Je crois qu'en l'espèce, effectivement, Chine-Taïwan, comme le rappelait Isabelle, Chine-Taïwan resterait probablement, en termes relatifs, c'est le risque le plus important. Et je dirais que comme très souvent les guerres, comme on dit souvent, comme disait je ne sais plus quel théoricien, les guerres c'est des accidents de circulation. On pense toujours que l'autre va regarder, qu'on va pouvoir passer, et puis finalement crash parce que asymétrie de l'information, etc. Bon, erreur de jugement. La pire des erreurs de jugement pour la Chine, ça serait de penser que l'Amérique n'interviendra pas, l'Amérique de Trump n'interviendra pas, alors que si elle intervenait, alors là pour le coup, ça serait un échec de la dissuasion et le risque que ça dégénère en conflit majeur, oui, serait réel. Là, pour le coup, pour moi, il serait déraisonnable d'écarter ce risque qui n'est pas fort, mais qui est loin d'être négligeable. Or, pour l'évaluation d'un risque, d'un danger, vous faites le produit entre la probabilité et les conséquences. Risque très faible, conséquences majeures, c'est véritablement un scénario sur lequel, d'ailleurs, tous les stratèges français intelligents se penchent depuis une bonne trentaine d'années au moins, c'est-à-dire depuis que les premiers missiles balistiques chinois sont tombés au nord et au sud de Taïwan à l'été 1995, il y a 30 ans. Ok, merci beaucoup de ce panorama qui d'une certaine façon nous incite à nous rassurer. Oui, mais alors, si je peux juste dire une phrase. Tout ça est vrai, et puis en même temps, on peut aussi le lire à l'envers. C'est-à-dire que la question du nucléaire, c'est aussi celle de tous les pays qui aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 20 ans, sauf pour l'Iran et la Corée du Nord, qui est un État nucléaire maintenant, rêvent d'acquérir la bombe nucléaire. Et c'est vrai que, en même temps, c'est un facteur d'équilibre, et en même temps, aujourd'hui, c'est un facteur de prolifération. C'est vrai que les dernières guerres ont rappelé au monde entier que la seule protection absolue pour ne pas se faire attaquer, c'était de posséder la bombe nucléaire. Il y a eu l'exemple, et que tous les pays qui ont été contraints de se débarrasser de leur programme nucléaire, certains d'entre eux l'ont payé très cher. L'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi, et le dernier exemple, c'est l'Ukraine, puisqu'il y avait ces fameux accords de mémorandum signés en 1996 qui devaient normalement protéger. Alors, évidemment, ce n'était pas une protection absolue, c'est surtout comme on dit, des garanties négatives. Il n'y avait pas que des garanties positives. C'était pas une protection absolue, mais en même temps, c'est l'espoir qu'on peut y mettre. Et c'est aussi une question de psychologie. Bref, ces accords assez faibles, mais étaient quand même censés garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la garantie de sa souveraineté sur les pays qui l'ont signé, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni. Après, la France est venue, et la Russie, c'est la Russie qui a violé les accords. Mais aujourd'hui, quand on va en Ukraine et qu'on discute avec des dirigeants ukrainiens, le sujet vient au bout de 2 minutes de conversation. On n'aurait jamais dû faire ça, et aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est pas un débat qui est public, mais il est interne à l'Ukraine, est-ce que la solution, ce serait pas de redémarrer notre programme nucléaire pour empêcher Poutine de nous réattaquer le coup d'après? Je sais pas, la question de la faisabilité de cette question est ouverte, hein, bien entendu, mais il n'y a pas que en Ukraine. Il y a la même tentation en Pologne, il y a la même tentation au Japon, il y a la même tentation en Corée du Sud. Et c'est pas que la dangerosité de Poutine, c'est aussi l'imprévisibilité
du président Donald Trump et la perte de confiance des alliés des États-Unis dans la garantie de sécurité américaine. Voilà, s'il y a une guerre aujourd'hui contre l'Iran, c'est parce que l'Iran développe depuis le début des années 2000, enfin en tout cas on le sait, on l'a découvert, parce que c'était avant, mais au début des années 2000, qu'il développait un programme nucléaire militaire. Donc c'est pas qu'un facteur de stabilité quand c'est... Juste un mot là-dessus. Oui. Évidemment, si le nucléaire c'était la recette magique pour la stabilité mondiale, eh ben, tout le monde aurait l'arme nucléaire et ça serait formidable. Mais le pari a été jugé trop risqué par la majorité des pays du monde qui, en 68, se sont dit il vaut mieux arrêter les frais, tant pis, il n'y en aura que 5. Voilà, c'est un compromis imparfait. Juste là encore, pour le plaisir de rebondir sur le débat, il y a exactement 15 ans, ou plutôt 20 ans, les risques de prolifération étaient perçus comme encore plus forts qu'aujourd'hui. Parce que c'était la période de ce qu'on appelait la renaissance de l'énergie nucléaire civile, qu'on ne savait pas si le programme iranien allait être arrêté, qu'on avait découvert l'ampleur du programme nord-coréen avec les premiers essais. Et donc dire qu'aujourd'hui, il y avait toute cette mode de réflexion sur ce qu'on appelle les cascades de prolifération. Si l'Iran l'a, l'Arabie saoudite va l'avoir. Si l'Arabie saoudite va l'avoir, les Émirats ne seront pas contents. Quant à l'Égypte, n'en parleront pas. Et si l'Égypte se lance dedans, l'Algérie suivra forcément. Parce qu'elle déteste être battue au foot et elle déteste être battue aussi dans ce domaine-là. Alors, sans oublier, effectivement, la Turquie. Donc, moi je préfère. Alors, c'est peut-être là, on est peut-être au verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, parce que les deux points de vue, à mon sens, sont légitimes. Mais en tout cas, il y a des faits. Les faits, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, et je vais dire pourquoi, à mon sens, la Pologne, la Corée du Sud, le Japon, c'est des cas très particuliers et très différents. Je ne connais pas, à part l'Iran, deux pays qui aient la volonté potentielle et la capacité surtout de se doter de l'arme nucléaire dans un délai relativement bref. Même si l'Ukraine, avec la volonté qu'elle a, les ingénieurs qu'elle a, l'expertise nucléaire civile qu'elle a, voulait se lancer dedans, c'est 15 ans minimum et la cessation de l'aide européenne. Donc je crois qu'il faut prendre les questions à l'envers. Et Isabelle a raison de parler de la garantie américaine, parce que c'est quand même la question clé. Si l'Ukraine se retrouve toute nue et sans garantie de sécurité, isolée, sans perspective d'adhésion rapide ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, etc., là, effectivement, et c'est parfaitement légitime, parce que sinon c'est le risque de disparition. Mais une des raisons pour lesquelles il faut se souvenir que l'Ukraine avait aussi accepté Je rappelle quand même toujours que les dirigeants ukrainiens en 1991 ont dit très officiellement, dans les premières réunions de ce qui s'appelait encore la communauté des États indépendants, nous, on abandonne les armes. Hein. Donc c'était pas seulement on abandonne les armes si vous nous protégez. Les Ukrainiens avaient conscience, enfin un certain nombre de dirigeants ukrainiens avaient tout à fait conscience que l'insertion dans la communauté, on va dire, des États démocratiques serait beaucoup plus facile si l'Ukraine n'était pas nucléaire que si elle avait gardé ses armes nucléaires. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, si le débat est réel, se diront la même chose. Les Coréens du Sud, pendant 2 ans, ils ont commencé à parler de la dissuasion nucléaire en disant non, on va avoir besoin de la bombe. Un jour, un certain nombre de gens sont arrivés en disant attendez, vous savez que si vous allez dans cette direction, nous cessons le commerce entre l'Europe et la Corée du Sud, tout de suite. Ah bon? Ah oui, mais vous comprenez, il faut nous comprendre, les Américains... Non, mais il n'y a pas de discussion. Parce qu'à tort ou à raison, les Européens considèrent que comme c'est un... Voilà, on dit parfois le droit international, c'est l'arme des faibles, c'est un peu insuffisant. Mais en tout cas, on se voit, nous aussi, comme les gardiens d'un certain nombre de normes internationales. Du côté de la Pologne, moi c'est ce que j'appelle c'est des cris de détresse, c'est des appels au secours. Aujourd'hui, quand les Polonais parlent de se doter éventuellement de l'arme nucléaire, c'est exactement le langage que les Japonais, les Taïwanais, les Sud-Coréens dans les années 70. Simplement, ils ont été rassurés. Donc la question pour la Pologne, est-ce qu'elle va être rassurée ou inquiétée par les États-Unis et rassurée ou inquiétée par les Français et les Britanniques? Donc voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, verre d'eau à moitié vide, verre d'eau à moitié plein, je pense que les deux points de vue sont véritablement légitimes. Les faits pour l'instant, c'est factuel, je ne connais pas, en tout cas de mon côté, je ne connais pas
de pays qui ait à la fois la volonté et la capacité et qui soit prêt à se lancer dans l'aventure et à la réussir dans un petit nombre d'années. Le cas de la Corée du Nord est évidemment autre chose, c'est un État nucléaire depuis longtemps, qu'on le veuille ou non. Le cas de l'Iran est un cas unique au monde, à ma connaissance. Je crois qu'il y aura pas mal de questions, on reviendra dans le débat. Juste, et je m'arrête, est-ce que sur cette question nucléaire, quand on a affaire à des fanatiques, est-ce que la notion d'intérêt par rapport à cette logique a encore un sens? Enfin, c'est un peu, moi, la question que je poserais. Je pense d'ailleurs à Poutine, qui à un moment donné a déclaré n'importe comment. Alors ça peut faire partie, évidemment, de la dissuasion. Mais enfin, Poutine a déclaré n'importe comment, qu'est-ce que serait un monde sans la Russie? Donc on est prêt à détruire la planète. Voilà. Quant à la Corée du Nord, je crois qu'elle a peut-être un sens aigu de ses intérêts, mais quand même, c'est-à-dire c'est en gros la place de l'idéologie dans l'appréciation du risque. Bon, je vous laisserai répondre dans le débat. On va passer à la deuxième question qui est importante, et vous pourrez reprendre cette question que j'ai posée tout à l'heure, sur la question du droit international. Alors on en parle beaucoup, on a l'impression que quand on parle du droit international, il n'y avait qu'à négocier, il n'y avait qu'à faire valoir le droit international et on serait en paix, quoi. Bon. Alors cette vision du droit international, elle pose quand même un certain nombre de problèmes. Et je vais commencer à poser la question à Isabelle Lasserre, puisque dans votre livre « Les fantômes de Munich », vous n'y allez pas de main morte, si j'ose dire, enfin vous consacrez un chapitre entier sur la faillite des institutions internationales, avec beaucoup d'éléments très concrets d'ailleurs, issus de la Seconde Guerre mondiale, et vous dites le système international s'effondre sous les yeux horrifiés des Européens qui ont l'air assez impuissants, quoi. Et alors il y a cette question du droit international. Je posais une question très simple. Est-ce que cette vision qui est répandue du droit international égale paix, égale non-déclenchement d'un conflit, a un sens, d'une part, et d'autre part, plus largement, les instances de l'ONU, aujourd'hui, quel poids ils ont exactement, j'allais dire, dans ce, disons, désordre du monde, quand même. Bon, par où commencer? L'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, il est complètement paralysé par les vétos de trois grands pays. Sur Israël, c'était celui des États-Unis. Et puis sur le reste des questions, c'est celui de la Chine et de la Russie. Donc il ne fonctionne pas. Mais en même temps, quand on voit l'histoire du Conseil de sécurité de l'ONU, à part quelques années, il a toujours été paralysé. Donc c'est un fonctionnement relativement normal. Sur les agences de l'ONU, c'est vrai qu'il y a des agences de l'ONU et des départements de l'ONU qui fonctionnent encore très bien. Je crois que le département sur l'aide aux réfugiés, personne ne le conteste. Il n'est d'ailleurs pas tellement politique, beaucoup moins que d'autres agences. Et puis il y a des agences qui ne fonctionnent pas tellement. Et on a vu pendant la guerre à Gaza le sujet de l'UNRWA. Qui est l'agence donc onusienne à Gaza et qui a été quand même en partie, je dis bien en partie parce qu'il faut rester prudent, il y a des gens normaux dans cette agence, mais qui a été en partie pénétrée par une influence du Hamas. Les écoles gérées par l'UNRWA, les manuels scolaires étaient complètement antisémites. Certains ont été liés de près ou de loin à ceux qui ont perpétré les massacres du 7 octobre 2023. Donc c'est vrai que quand on parle de ces agences-là, elles ne marchent plus tellement, elles sont relativement corrompues. De manière générale, comme on est aujourd'hui dans un monde où les grandes puissances agissent de manière complètement unilatérale, c'est vrai que les institutions qui avant garantissaient la sécurité collective sont relativement paralysées. Mais le sujet du droit international, il est complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le règne de la force partout, sauf chez les Européens. C'est vrai que Trump se dit « tiens, je vais croquer le Groenland ».
Poutine, c'est le premier à avoir violé le droit international en annexant la Crimée en 2014 et en déstabilisant le Donbass. C'est une règle dans la Russie de Poutine de violer le droit international. En cela, d'ailleurs, il a le même objectif, il a la même vision du droit international que Donald Trump. C'est-à-dire, ce sont des puissances qui ne veulent pas de frein à leur hubris, à leur volonté, soit impérialiste, soit... C'est même pas complètement nouveau parce que les États-Unis ont toujours considéré certaines agences de l'ONU, comme la CPI et la Cour pénale internationale, comme des freins à leur puissance et l'ont vu de manière relativement négative. L'Iran a violé le... Là, le sujet aujourd'hui, on dit, ok, donc la guerre américaine est une guerre illégale ou illégitime. Bon, d'abord, c'est pas la première fois, hein. On peut citer plein de cas, le Kosovo, la Libye. On s'est pas toujours attaché, avant de démarrer une guerre, quelquefois on l'a fait après, à avoir la permission du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire une résolution qui serait votée par les 5 membres permanents. Là, de toute façon, c'était même pas la peine d'essayer, parce que si Trump avait voulu obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, il y aurait eu de toute façon au minimum 2 vétos, celui de la Chine et de la Russie, et je ne sais pas ce qu'il en serait allé de la France et du Royaume-Uni. On peut aussi considérer que les Israéliens et les Américains viennent en aide d'un peuple qui a subi parmi les pires massacres de son histoire au mois de janvier, plus de 30 000 morts en 48 heures, c'est complètement invraisemblable, et qui a appelé à l'aide les Occidentaux pour obtenir sa libération et le changement de régime. Alors évidemment, il y a plusieurs notions, hein, aide à population en danger. On peut invoquer aussi le concept de guerre juste de Saint-Augustin. Est-ce qu'il faut aider une population pour éviter une plus grande barbarie? Donc après, c'est aussi des questions d'appréciation. On peut aussi rétorquer que l'Iran lui-même n'a fait que violer le droit international. Alors, je ne parle pas des massacres, parce que ça, c'est un truc interne à la limite interne à l'Iran. Ça, c'est pas une violation stricte du droit international. Par contre, l'Iran, qui est membre du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire, a passé son temps à violer ce traité en développant un programme clandestin, militaire, nucléaire et balistique. Donc c'est une claire violation du droit international. Alors comment on répond, quand on est une démocratie, aux violations d'un État qui viole le droit international et qui en plus est un État barbare pour sa population? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question qu'on doit poser, c'est à quoi sert le droit international s'il sert à protéger les bourreaux? Et c'est là que c'est très compliqué, parce qu'on arrive aux faiblesses de la démocratie. Ces pays-là, c'est vrai qu'il y a quand même il y a un gros conflit entre les autocraties de démocratie, les autocraties de dictature et les démocraties de l'autre part. Mais comment on fait? Il ne suffit pas de brandir le droit international pour que les choses s'arrêtent. C'est quelque chose qui n'est plus entendu. De l'autre côté, à considérer qu'il ait d'ailleurs été entendu un jour. Le deuxième problème sur lequel je voulais appuyer, c'est que les Européens, ils sont très très attachés au droit international, ils le brandissent tout le temps. Mais à juste titre, encore une fois, on est mieux à vivre en Europe que quasiment partout ailleurs dans le monde. Et heureusement qu'on a ce droit international, heureusement. Mais le problème, c'est que pour imposer notre modèle européen et le droit international, il faut de la force militaire derrière. Parce que brandir le panneau droit international à chaque fois qu'un État menace son voisin d'invasion, ça sert absolument à rien si on n'a pas derrière la puissance militaire pour le faire respecter. Là, je parle que de l'Europe, parce que Donald Trump, lui, les États-Unis, eux, l'ont cette force militaire, et d'ailleurs, ils s'en servent
à bon escient. Donc le droit international, c'est un chiffon de papier si on n'a pas la force pour l'imposer. Et en fait, tout ça, il faut quand même dire un mot de ce monde, parce que c'est vrai, Bruno disait tout à l'heure, le monde, il était... Le monde, il était... il n'a jamais cessé d'être violent. Des périodes de déstabilisation, des guerres, il y en a toujours eu. Bon, c'est vrai qu'il y a la guerre ouverte qui est à la télévision, donc on est plus sensible. Mais il y a une autre chose qui fait qu'on est beaucoup plus sensible, c'est que en Europe, on a cru que la guerre avait disparu du continent européen. On a cru à cette illusion de fin de l'histoire et de paix perpétuelle. C'est ce qui a motivé le désarmement de tous les pays européens, et c'est ce qui a vidé d'ailleurs en partie de sa puissance la notion de droit international. On n'a pas vu, c'est pas que les guerres n'existaient plus, c'est pas que les pays n'avaient pas de désir impérialiste, c'est simplement qu'on avait décidé de ne plus le voir. Et d'ailleurs, même à un moment, au début des années 2000, il y a même eu cette tentation chez les Américains. Hein. Je citerai 2 exemples. C'est Barack Obama qui fait un grand discours, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de la paix en partie, en appelant de ses voeux l'avènement d'un monde non nucléaire. Mais, on avait discuté avec Bruno à l'époque, c'était juste invraisemblable. C'est l'époque où il y avait plein de pays qui voulaient être nucléaires. Depuis, les grandes puissances révisionnistes modernisent leurs arsenaux. Donc, il y avait que les Occidentaux qui pensaient ça. Et puis, les États-Unis, en 2003, quand ils attaquent l'Irak, ils ont aussi cette illusion de la démocratie qui est tellement le meilleur système, que si on fait sauter un pion, en l'occurrence Saddam Hussein en Irak, eh bien, on peut précipiter une théorie des dominos et on peut favoriser la diffusion de la démocratie au Moyen-Orient, et on va résoudre le problème du Moyen-Orient comme ça. C'était une illusion, mais les Européens ont cru pendant extrêmement longtemps aussi que la démocratie, c'est tellement le meilleur système à l'extérieur et l'autre, mais que forcément, elle allait se diffuser. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, dans certains pays, c'est le cas de l'Iran, et c'est pour ça qu'à mon avis, la question d'aider la population iranienne devait se poser et qu'elle doit continuer à se poser. En Iran, on a une population qui réclame vraiment de la démocratie. Mais la plupart des pays dans le monde, en tout cas des régimes, ne veulent pas vivre en démocratie. Et quand certains pays attaquent leurs voisins, comme Poutine avec l'Ukraine, c'est pour des questions de récupérer les territoires qui appartenaient à l'Union soviétique avant, mais c'est aussi pour une autre raison. Et là, ce sera à mon avis aussi valable pour la Chine avec Taïwan, c'est que ces pays ne peuvent pas envisager que dans leur monde, c'est-à-dire pour les Russes, l'Ukraine c'est le monde russe, et pour la Chine, Taïwan c'est le monde chinois, elles ne peuvent pas envisager que dans ce monde, ils puissent avoir un modèle politique différent. D'abord parce que ça veut dire une menace sur leur propre régime. Si la démocratie marche en Ukraine, elle peut marcher en Russie puisque c'est les mêmes. Si elle marche à Taïwan, elle peut marcher en Chine puisque c'est les mêmes. Et donc cette question, qui est aussi une question d'idéologie et de perception, est aussi très importante. Très bien. J'ai dévié un peu comme ça, hein, mais... Oui, je dois d'abord traiter la question que vous aviez posée tout à l'heure sur la question du fanatisme. D'abord, je crois qu'il importe de distinguer la folie du fanatisme. Le fanatisme a sa logique propre. La folie au sens psychiatrique, là, c'est la déconnexion entre les moyens et les fins. Je crois que ce sont 2 problèmes différents quand on parle de pays qui se dotent ou qui se sont dotés de l'arme nucléaire. La crainte dans les années 2005-2010, c'était que l'Iran soit présidé par un homme qui s'appelle Mahmoud Ahmadinejad, dont on pensait qu'il était tellement dans une logique apocalyptique, dans une sorte de messianisme chiite, que son pays, lui-même à la tête, alors c'était pas vraiment à la tête, parce qu'il n'était que le président, et en Iran, quand vous êtes président, vous n'êtes rien du tout. L'idée que ce régime-là, avec ce genre de personnes,
à leur tête se dotent de l'arme nucléaire était perçu non sans raison comme un véritable problème. Bon, Larijani, par exemple, c'est pas du tout un fanatique. Lui, c'est un kantien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fanatisme kantien, mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous avez tout à fait raison de rappeler les déclarations méconnues de Vladimir Poutine, qui est une de ses seules véritables déclarations inquiétantes du point de vue de ce qu'on... Et pourquoi je l'ai trouvée particulièrement inquiétante? Parce que c'est exactement la copie, presque mot pour mot, d'une déclaration de Kim Il-sung, qui disait, pardon, de Kim Jong-il, donc bon, il y a dans la famille, il y a le grand-père, le père, le fils et bientôt l'arrière-petite-fille. Donc Kim Jong-il qui dit « Que serait un monde sans la Corée du Nord ?» Et c'est vrai que le dirigeant d'un pays qui dit cela alors qu'il est en train de se doter à l'époque de l'arme nucléaire, c'est troublant. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir cité cette phrase, parce que pour moi c'est une des rares phrases de Poutine où je me suis dit je pense qu'il est prudent sur le nucléaire, mais quand même il ne faudrait pas qu'il aille trop loin dans cette direction. Un dernier point sur la question du fanatisme, sur un pays que je connais bien et qui est très nucléaire, c'est le Pakistan. Et le Pakistan en fait a un système de reproduction des élites qui fait que plus vous êtes fanatique, moins vous avez de chances d'arriver au sommet du pouvoir. Et vous redevenez fanatique quand vous avez quitté le pouvoir. C'est compliqué. Mais honnêtement, je pense que la culture politico-militaire pakistanaise fonctionne pas mal comme filtre pour éviter que le proverbial fanatique musulman, comme on dit parfois, soit doté et le doigt sur le bouton nucléaire. Je grossis, je caricature, tout ce que vous voulez, mais c'est un pays qui, à mon avis, qui présente d'autres sujets de préoccupation, mais celui-là, à mon avis, n'en est pas vraiment un. Alors, sur le droit international, pour prolonger ce que disait Isabelle, parce que là, on n'a vraiment pas de désaccord du tout. Je crois que c'est Louis Henkin, un grand juriste international, qui disait, je crois que c'est lui qui a dit 99% des États respectent 99% du droit international 99% du temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce n'est pas juste une formule. Ça nous rappelle que le droit international, c'est bien plus que simplement le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit d'entrer en guerre ou pas. Et chaque fois qu'il y a un pays qui utilise la force, ça y est, c'est la fin du droit international, surtout quand c'est les États-Unis. Bon, non, le droit international, ce sont des milliers et des milliers de règles qui permettent la vie en société internationale, depuis le transport et les télécommunications, jusqu'effectivement à la sécurité internationale. C'est quand même un rappel qui me semble important. L'ONU, ça n'est pas que, Isabelle l'a bien rappelé, l'ONU, ça n'est pas que le Conseil de sécurité. Alors évidemment, le Conseil de sécurité, c'est important, mais c'est le baromètre des rapports de force plutôt qu'autre chose. Mais là où je pense que on peut aller plus loin dans l'idée selon laquelle le droit international existe toujours, c'est que même sur les affaires de la paix et de la guerre, même sur le droit international humanitaire, ce qu'on constate, c'est deux choses. D'abord, que tous les grands acteurs cherchent quand même à se justifier par le droit. S'ils se cherchent à se justifier par le droit, c'est bien que le droit a une existence politique importante. Les Américains, au Conseil de sécurité la semaine dernière, ont présenté un argumentaire juridique. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est sûrement très contestable du point de vue. C'était contestable du point de vue juridique. Mais en tout cas, ce ne sont pas même les États-Unis. Et Isabelle, qui connaît bien son monde soviétique, le sait, l'Union soviétique ne cessait d'essayer de justifier tout ce qu'elle faisait par le droit international. Et puis surtout, ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le droit international humanitaire fait l'objet de recours, de demandes d'avis ou de recours ou de procédures devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Ça n'existait quasiment pas il y a 20 ans. D'abord, la CPI, la Cour de Rome, était naissante. Mais c'est quand même aussi des indices du fait qu'il y a des réalités politiques, il y a des réalités politiques qui s'imposent, même si le droit n'est pas toujours, et il ne sera jamais toujours respecté. Donc j'ai un diagnostic, j'ai un jugement très nuancé j'ai un jugement vraiment très méfiant vis-à-vis de cette grande phrase. Le droit international n'existe plus. Alors, évidemment, vous pouvez faire des tribunes, des effets de manche sur les plateaux de télévision. Isabelle et moi, quand on est sur les plateaux, on ne fait pas d'effets de manche. On est des gens sérieux, on dit des choses sérieuses. Mais on ne citera pas de nom, mais on en connaît. Les États se moquent du droit international. Le droit international est mort. Non, le droit international n'est pas mort du tout. Il est même, je crois quand même, il constitue encore aujourd'hui un fondement essentiel
de la vie en société internationale. Merci beaucoup. Juste un point peut-être pour préciser à propos de votre livre, la question israélienne, parce que je pense que c'est dans ce livre. Il y a eu plus de 200 résolutions, je crois, du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont été consacrées à la question d'Israël sans que véritablement ça change quoi que ce soit. Et je crois que... Et surtout, sans, à mon sens, que ce soit totalement justifié. Ça, voilà, sans être aussi totalement justifié. Le problème, voilà. Pardon, de reprendre la parole. Non, mais parce que c'est un autre grand sujet de l'actualité internationale. Quand on parle sans arrêt du deux poids deux mesures, pour moi, le deux poids deux mesures peut être renversé aussi. Et qu'est-ce qui justifie particulièrement qu'un pays, en l'espèce Israël, ait été l'objet d'autant de résolutions? Voilà. Est-ce que c'est le pays le plus menaçant au monde? Est-ce que c'est le pays qui a suscité le plus de guerres? Non, on se demande pourquoi. Non, en fait, on ne se demande pas du tout pourquoi, on connaît la réponse. Mais voilà, le deux poids, deux mesures est un argument réversible aussi. Et à propos du 7 octobre, est-ce que vous pouvez dire s'il y a une résolution ou pas de l'ONU sur le pogrom du 7 octobre? Ah non, il n'y a pas eu de résolution, voilà. Bien sûr que non. Sur cette question-là, il y a même d'autres agences de l'ONU. Je citerai l'UNESCO, où l'UNESCO, il y a eu, au début, juste après les pogroms du 7 octobre, un refus de l'UNESCO de même faire une déclaration. Il y a une ou deux personnes qui ont dû se battre, on les connaît, pour obtenir une déclaration au bout de 10 jours. Mais il y avait une opposition totale, c'est-à-dire qu'il y avait une adhésion de la plupart des pays de l'UNESCO au massacre du 7 octobre. Donc ça va se nicher très très loin quand même. Alors j'en arrive à la troisième et dernière question avant de laisser la parole et les questions de la salle qui sont nombreuses. C'est la question de que peut la France et que peut l'Union européenne dans cette situation-là, avec une question un peu brutale, est-ce qu'on est Yalta ou Munich? Mais pour un peu reprendre cette question, on a l'impression en deux mots que la politique de la France, au moment d'ailleurs où la guerre se déclenchait, elle appelait à la négociation. Ce qui est très honorable, mais là aussi ça pesait absolument pas. Alors en même temps, on appelle à la négociation et en même temps on dit, bon, on condamne le régime des mollahs. Mais je me demande s'il n'y a pas, je pousse un peu les choses exprès pour citer une réponse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie? Parce que malgré tout, on n'est pas mécontent qu'Israël fasse le sale boulot, si j'ose dire. Mais on le reconnaît, mais en même temps, on tient une position qui est, mais le droit international. Donc on tient un peu les deux choses. Est-ce que c'est tenable comme position? Pour moi, ça ne l'est pas. Et d'abord pour une raison. Je crois que certains conflits dans le monde, certaines situations sont si graves et si violentes et remettent en cause tellement de valeurs en lesquelles nous, les Européens, on croit. Je citerai par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les massacres du 7 octobre 2023 et ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, le programme nucléaire, les massacres des populations, etc. Que moi, il me paraît difficile de ne pas choisir. C'est-à-dire que la position traditionnelle du président Macron, qui est la position du « en même temps », qui est de dire bon, c'est pas bien ce que fait le Hezbollah, mais il ne faut pas quand même le mettre sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, parce qu'on peut quand même continuer à parler avec le Hezbollah, donc on peut jouer des négociations, etc. Ça ne marche pas. La position qui était celle du président français au début de la guerre avec Vladimir Poutine, qui est d'essayer de l'entraîner dans des négociations, de parler avec lui, de lui téléphoner tout le temps. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y avait pas d'espace de négociation à ce moment-là. Donc l'Europe et la France peuvent jouer un rôle dans la négociation et rappeler le droit international, etc. Mais il ne faut pas être à contre-temps. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron a fait ses déclarations, moi, ça me paraît être complètement à contre-temps. Ce n'est pas la peine d'arrêter de demander à l'arrêt des combats alors que la guerre vient de commencer. D'abord, ça n'a absolument aucune chance de faire même le moindre toc-toc
à la porte des Israéliens et des Américains qui viennent de commencer, mais en plus, ce serait complètement contre-productif. C'est-à-dire que si on arrête la guerre avant que les objectifs... après, je ne juge pas de la question de savoir s'il était bien ou pas de commencer cette guerre. C'est une autre question. Mais maintenant qu'elle est commencée, arrêter avant les objectifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser le régime en place, ça veut dire qu'on va avoir exactement l'opposé, on risque d'avoir exactement l'opposé de ce pourquoi on voulait combattre, c'est-à-dire de nouveaux massacres de la population, avec un régime qui tient, et puis une relance, bien évidemment, du programme nucléaire, mais alors cette fois à 100% clandestine, sans aucun inspecteur de l'AIEA, hein, qui est le gendarme de l'énergie atomique, et sans aucun moyen de faire traîner le programme iranien, comme on a pu le faire traîner toutes les années de négociations qui ont mené à l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, en 2015. Tout ça pour dire, c'était quoi la question? Alors le en même temps, ça me paraît complètement inadapté aux guerres d'aujourd'hui. Et par ailleurs, on a un autre problème en Europe. Alors en France, on a un problème déjà un problème budgétaire, c'est-à-dire que notre situation économique et en plus notre situation de crise politique permanente sont telles qu'on a du mal à être pris au sérieux par nos partenaires. C'est-à-dire que quand on va à l'étranger, on va par exemple à la conférence de Munich il y a un mois, tous les étrangers nous disent « mais on ne peut rien faire avec vous parce qu'on ne sait pas qui sera là en 2027 comme président ». Vous allez peut-être avoir un président qui changera radicalement les choix de politique étrangère de la France. Donc on a, nous, particulièrement, ce problème-là. Ensuite, il y a les divisions de l'Union européenne qui fait qu'on est complètement paralysé. Regardez, là, Orban bloque toujours le prêt de 90 millions de dollars qu'on doit donner à l'Ukraine. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça fait 4 ans que cette guerre dure. On en est toujours à aller paquet par paquet, 21 paquets. Pourquoi on n'a pas donné les paquets tout de suite? On fait un seul paquet. Pourquoi? Enfin, il y a vraiment des freins. Et puis, un autre truc, c'est que Trump, il prend toute la place. Il ne laisse absolument aucune place à ses alliés. D'abord parce qu'il méprise ses alliés, ensuite parce qu'on ne parle pas toujours le même langage, donc c'est difficilement audible. Alors évidemment, il va y avoir bon, c'est pas complètement faux. Tout n'est pas... Il faut quand même que je rappelle que les efforts de l'Europe, et notamment de la France, pour faire revenir Donald Trump à une position un peu moins catastrophique vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire à s'écarter du plan de paix poutinien qui avait été endossé à la Maison-Blanche, ont relativement fonctionné quand même. C'est-à-dire que la technique européenne, et notamment française, a réussi pendant un moment à raccrocher Trump au bateau. Alors combien de temps ça va durer, mais quelquefois ça marche un peu à la marge. Et puis il y a des fois où Trump est dans la merde. Bon, bah là, il est dans la merde dans le détroit d'Ormuz. Il engage davantage en disant c'est aussi notre guerre. C'est notre guerre parce qu'il y a des perturbations économiques dingues qui peuvent peut-être provoquer une crise économique majeure si ça dure. Parce qu'il y a la question du nucléaire iranien, elle concerne tous les Européens, et la question des missiles balistiques aussi. Moi, je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Oui, moi, j'ai envie de dire que si les pays baltes ont envie d'y aller, mais qu'ils y aillent. Et ils ne vont pas y aller. Pourquoi? Parce qu'ils sont les premiers à dire « Ah, tout ça, et à juste titre, ça détourne quand même l'attention de l'ennemi principal, du problème principal. » Alors oui, ils ont un savoir-faire dans le domaine du déminage. S'ils veulent aller offrir leur service de déminage à la marine américaine, mais qu'ils y aillent, ils n'ont pas besoin de la France comme bouclier politique. Parce que c'est un petit peu facile de dire, comme certains le font effectivement dans les pays du nord-est de l'Europe, « Ah, ça serait bien que l'Europe prenne position. » Mais voilà, si vous voulez aller baiser les babouches de Trump et faire du déminage tout seul comme des grands et voir votre minuscule marine détruite par les Iraniens en 3 jours, soyez notre invité, comme on dit en France. Donc, si vous voulez, je comprends l'idée. C'est vrai que tout ça, c'est un intérêt commun, mais est-ce que cela doit aller au-delà des bons arguments, à mon avis, qui continuent à exister pour ne pas faire partie de l'aventure de Donald Trump, à savoir que, premièrement,
qui casse les pots les paix. Deuxièmement, si nous nous joignons à l'aventure, nous ne contrôlerons rien, parce que jamais Trump et Peter Access nous laisseront contrôler les choses, avoir notre voix au chapitre. Et 3, est-ce qu'on a vraiment envie de dire à l'opinion française, vous allez rire, je nous lance dans une guerre contre l'Iran qui n'a pas été provoquée par nous, au risque de trouver les joyeusetés qu'on a eues sur le territoire national dans les années 80. Donc il faut quand même expliquer tout ça à l'opinion publique française. Donc j'allais dire, j'ai une certaine compréhension à la fois pour la posture à la fois raisonnée et morale qui est celle de gens qui, comme le disait Isabelle à l'instant, et en même temps j'ai une immense compréhension pour la très grande difficulté à trouver la bonne ligne de crête quand on est président ou Premier ministre d'un pays vraiment. Franchement, c'est pas fastoche. Hein. Alors le côté sale boulot, sur le sale boulot, de manière générale, que ce soit là ou ailleurs, la question fondamentale, c'est le grand dilemme moral des interventions. Et bon, Pierre Asner, qui a été mon mentor, ça c'est des discussions qu'on avait sans fin dans mon début de carrière. Est-ce que le remède peut être pire que le mal? Voilà. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Lorsque Nicolas Sarkozy, avec Cameron, s'engage en Libye en 2011, rétrospectivement, on dit « Ah là là, ils ont créé le chaos, etc. » Mais mettez-vous à la place de gens qui ont vécu, parce qu'avec tous leurs conseillers, tout l'establishment français a vécu avec le traumatisme de Srebrenica et du Rwanda. Et donc, il se dit, mon Dieu, nous pensons réellement qu'il peut y avoir un massacre généralisé en Libye. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Moi, je crois qu'il faut toujours se mettre à la place de... Voilà, on n'est pas, voilà, on n'a pas choisi d'être dirigeant, nous, hein, mais il faut aussi se rendre compte des dilemmes moraux et politiques qu'on peut avoir, avec d'un côté le mauvais choix de l'intervention et de l'autre le mauvais choix de la non-intervention. C'est pas simple, et il n'y a pas de bonne réponse. C'est toujours un petit peu facile de blâmer rétrospectivement les dirigeants qui ont pris ces décisions. Oui, ils prennent des risques, mais voilà. Et donc là, par exemple, pour l'Iran, il peut y avoir, moi je n'ai pas forcément de position là-dessus, mais je dirais que, et si c'était encore pire, si on s'impliquait là-dedans, parce que ça voudrait dire accélération du programme nucléaire, plus de terrorisme en Europe et massacre à grande échelle pour la population encore plus important. Moi, je m'interdis de porter quoi que ce soit comme jugement sur ce qui est bon ou pas pour la population iranienne. J'ai toujours une phrase de Bernard Kouchner en tête que j'aime beaucoup, qui est seules les victimes ont le droit de juger. La phrase est un peu caricaturale, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est à eux, c'était aux Iraniens de nous dire. Le problème, c'est qu'ils sont divisés, justement, les Iraniens. Oui, enfin, tu en as 80% qui veulent être libres. Non. Il n'y a certainement pas 80% qui sont favorables au bombardement américain et israélien. J'ai dit qu'ils veulent être libres. Ah, mais qu'ils veulent être libres, oui, mais bien sûr, on est d'accord. Mais la question, c'est est-ce qu'ils veulent les bombardements américains ou israéliens? Je ne sais pas. J'allais dire que malheureusement, personne ne sait. C'est pour ça que la ligne de crête, au bout du compte, la ligne de crête d'Emmanuel Macron, que je n'appelle pas en même temps, mais que j'appelle ligne de crête, qui est centrée sur l'idée, déjà employée en 2025, sur laquelle les opérations américaines, personne ne regrettera Khamenei, les opérations américaines sont en dehors du droit international. Est-ce que c'est du cynisme? Non. C'est une manière diplomatique de dire « Ok, on a compris, on n'est pas dans le cadre du droit international, c'est vrai, mais on ne va pas monter sur un cheval blanc comme M. Sanchez pour dire illégalité, États-Unis, etc. » Voilà. Honnêtement, je trouve que c'est une ligne de crête qui n'est pas complètement absurde. Voilà. Après, on a encore des choses à dire sur la capacité de la France et de l'Europe à peser. Il y a encore des choses à dire sur est-ce que la France et l'Europe peuvent peser. Peut-être juste deux mots avant d'oublier, parce que sinon je vais oublier. Je crois que le problème de la France, il est double. D'abord, un problème structurel. On est toujours en train d'hésiter entre privilégier notre rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies et privilégier notre engagement européen réel. Donc, entre faire cavalier seul pour de bonnes raisons et essayer d'être force d'entraînement en Europe, et on est sans arrêt en train d'osciller entre les deux. Mais voilà, on garde, surtout avec pardon, je ne veux pas apparaître comme un soutien ou pas que ce soit du président de la République, mais quoi qu'on pense du président de la République dans son action intérieure, je crois qu'il faut que la France aussi réalise qu'avoir un dirigeant qui a 10 ans d'expérience, qui est le plus expérimenté de tous ses homologues, et qui dort encore 2 heures par nuit et qui est capable de faire des conseils de défense tous les jours à 3 heures du matin, dans un monde aussi compliqué, c'est aussi un atout. Et puis il a quand même montré, à la fois sur l'Ukraine et plus récemment, donc il y a 3 jours,
sur le Golfe Persique que la France, la France à travers lui, gardait un minimum de capacité d'entraînement pour convaincre des partenaires européens dans des actions ad hoc, informelles, en dehors des cadres, puisqu'on est obligé de se coltiner des épouvantables bons hommes comme Orban et autres au Conseil de l'Union européenne. Voilà, on fait ce qu'on appelle des coalitions de volontaires. C'est pas suffisant, mais c'est pas déshonorable non plus. Bien. Je peux juste... Juste avant de passer la parole à la salle. Juste, c'est très rapide. Ça illustre... je voudrais illustrer la complexité des opérations militaires dont on parle. Si je prends l'Irak en 2003, bon, aujourd'hui, il y a une espèce de quasi-unanimité pour dire que c'était une catastrophe, que les Américains n'auraient jamais dû y aller et que ça a été pire que le mal. Bon, moi, je couvrais l'Irak avant la guerre et puis donc je connaissais bien le régime de Saddam Hussein, qui est un des pires régimes que j'ai jamais vu. Et j'étais là quand la statue de Saddam Hussein a été déboulonnée et quand en fait les Irakiens ont été libérés par les bombardements américains et par l'entrée des troupes américaines et leur arrivée à Bagdad. Et j'ai assisté aux cris de joie des Irakiens. Mais c'était massif, c'est-à-dire tous les chiites applaudissaient l'intervention militaire qui avait fait tomber leur bourreau. On ouvrait des charniers. À Babylone, j'avais couvert un charnier. Il y avait 30 000 personnes dans le charnier, dont des gamins attachés les mains dans le dos comme ça et un trou de balle dans la tête. Donc c'est ce type de régime dont on parle. Et moi, en tant que Française, j'ai voulu aller, juste après que Saddam soit tombé, dans une petite... un local où les chiites libérés mettaient toutes les photos des disparus. Donc c'était, comme il y avait des dizaines de milliers de gens qui avaient disparu depuis plein d'années, tout le monde venait là, on essayait de retrouver les gens, les charniers étaient ouverts, donc on prenait des photos, etc. Et moi, j'ai pas eu le droit de rentrer dans cette pièce, parce que j'étais française, et parce que les gars m'ont dit, pas vous, votre pays s'ils étaient incapables de faire la différence entre les journalistes et les dirigeants. Hein. C'est comme ça dans les dictatures, le journaliste est assimilé aux dirigeants. Vous avez essayé d'empêcher notre libération et les bombardements américains en Irak. On ne veut pas de vous. Donc la première phase de la guerre, elle a été réussie. C'est la deuxième phase qui a complètement foiré. C'est-à-dire, c'est le jour d'après que les Américains ont complètement raté en débaptisant complètement le régime, en démantelant l'armée et en rejetant dans l'opposition tous les sunnites qu'on a préparés, à qui on a quasiment... Donc qui sont devenus après Daesh, etc. Donc c'est ça qui s'était mal passé. Bien sûr, j'ai pas de réponse à la question d'après, et si les Américains avaient fait un bon boulot politique en réintégrant les sunnites, etc., est-ce que ça aurait marché ou est-ce que ça aurait été complètement aussi la catastrophe? Il n'y a pas de réponse. Mais c'est compliqué. Bien. Mais c'est pareil. Bien, écoutez, on va prendre des questions de la salle. Je suppose qu'il y en a un certain nombre, donc je vous demanderai d'être assez concis. Julien, alors là, il y en a déjà 4. Julien Vinocq, oui. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence très intéressante. Moi, j'ai une question pour Bruno Tertrais, très simple. Il semble que vous déploriez la situation de l'attaque israélo-américaine en Iran. Est-ce que c'est l'intervention elle-même que vous déplorez, le fait qu'il y ait eu cette décision, ou est-ce que ce sont les modalités de cette attaque? Est-ce qu'il y a quelque chose malgré tout dans l'idée de cette intervention qui s'oppose quand même à un pays qui est un agent perturbateur formidable depuis 47 ans, qui massacre sa population, Isabelle Lasserre l'a rappelé, qui est une menace existentielle pour Israël? Y avait-il quelque chose d'autre à faire qui aurait pu affaiblir et mettre l'Iran hors d'état de nuire? Voilà, donc on va commencer par... Disons que si cette intervention avait été mieux préparée militairement et politiquement, alors je ne suis pas en train de critiquer
le professionnalisme des militaires américains, je suis en train de critiquer le professionnalisme de leurs dirigeants. Si vous voulez, quand on a un président américain qui n'a pas voulu entendre qu'il y avait un énorme risque de blocage du détroit d'Ormuz, c'est quand même problématique. Donc si je déplore, ce sont les faits. Je ne déplore pas forcément la décision d'intervenir, mais il n'y a rien de pire qu'une intervention risquée et mal préparée. Voilà, c'est ça le problème. Et encore une fois, il faut mesurer tous les coûts, il faut mesurer les bénéfices. S'il y en a pour la population iranienne à moyen terme, ce qui est très probable, mais on n'y est pas, et il faut mesurer les risques. Vous comprenez, si dans 3 ou 4 pays d'Afrique, la production agricole est diminuée de 20% parce qu'il n'y a plus d'engrais qui vont arriver à la bonne saison, c'est aussi des gens qui sont malades, des gens qui meurent, voilà. C'est tout ça aussi. C'est pas forcément une raison. Moi, je suis pas élu, je n'ai pas à voter oui ou non. Voilà. Donc je me contente de rappeler la complexité des choses. Je n'ai pas à approuver ou à désapprouver une intervention. J'essaye de mesurer. C'est comme monsieur parlait, j'ai entendu dire Afghanistan. L'Afghanistan, dire c'est un échec, ça veut rien dire. L'échec, ça se mesure en fonction des objectifs affichés. Là, il y a des objectifs affichés. Ils ont mis du temps à les afficher, mais il y en a. On verra si les objectifs sont remplis. Et après, c'est surtout une question de coût-avantage. Pour avoir connu la génération des Afghans et des Afghanes qui ont pu bénéficier d'une éducation, qui n'ont pas vécu dans la violence permanente à chaque quartier, pour avoir été exposés à un certain nombre de choses positives pour leur avenir, c'est d'une génération entière, c'est un acquis. Les routes qui ont été construites, elles sont toujours là. Voilà. Donc, le problème de l'Afghanistan, c'est que le coût total de ces 20 années, financier, humain, ce coût est sans doute excessif par rapport aux bénéfices, vous voyez. Et voilà, c'est encore une fois, c'est la complexité des choses. Moi, il ne m'appartient pas de dire, je ne vais pas vous dire, c'est une mauvaise idée de bombarder des gens qui sont vraiment dans un régime épouvantable, qui continuent à pendre des dizaines de gamins tous les jours. Hein, tous les jours. Voilà. Bon, après, c'est facile de dire, alors idéalement, ça aurait été une opération qui aurait été préparée différemment, avec les pays du Golfe en face, etc. Oui, c'est facile à dire, mais je me refuse à dire je suis pour ou je suis contre. Moi, j'avais une position, c'était il y a longtemps, mais sur l'Irak, je suis connu, par exemple, paraît-il, dans certains milieux de gauche radicale, comme étant quelqu'un qui était favorable à l'intervention américaine en Irak. Non, j'avais fait un papier très clair dans le quotidien dans lequel travaille Isabelle. Il disait c'est légitime et dangereux. C'était légitime parce que je m'étais fait avoir par le dossier des armes de destruction massive et parce qu'il me semblait illogique, sur lequel je pourrais parler très longuement, il me semblait illogique que Saddam Hussein se soit débarrassé de tout. Mais je disais aussi c'est dangereux. Voilà, ce à quoi je m'opposais, moi j'étais contre l'opposition à la guerre en Irak. Ça fait une double négation, on n'est pas en logique, on est en politique. Une double négation ne vaut pas approbation. C'est du voilà. En même temps ce que tu fais. Non, pas du tout. Et puis alors, il va falloir arrêter avec la critique du en même temps. J'ai pas ça pour toi évidemment Isabelle. Mais comme si le en même temps, c'était pas justement le reflet de la complexité, c'était pas justement l'apologie de la nuance, tout ce dont on manque terriblement aujourd'hui. Moi, je revendique le en même temps, dès lors que c'est simplement d'apporter de la complexité, de la nuance, d'essayer face à toutes les affirmations péremptoires qu'on entend sur les plateaux de télévision tous les jours, et Isabelle et moi, on en connaît un rayon. Franchement, je ne sais pas si c'est ça le en même temps, mais les lignes de crête, être sur ligne de crête est une position inconfortable, mais à mon sens assez noble. Tu veux dire quand même Juste deux mots. Oui. Ça doit être une déformation professionnelle de mes années de reportage de guerre, mais moi je m'intéresse beaucoup à la question de l'humain dans les pays. Et pour moi, je citerai une chose pour laquelle l'Afghanistan est un échec total, c'est que moi quand j'ai couvert la guerre, un des premiers papiers que j'ai fait quand les talibans sont partis, c'est un papier sur les femmes qui enlevaient leur voile. Alors on peut dire ok les femmes, nanana, bon c'est quand même 50% de la population en Afghanistan. Aujourd'hui, les femmes, elles ont, puisqu'il y a plein de gens qui ont fait semblant de croire que les talibans modérés, ça existait, elles sont, enfin, je veux dire, elles vivaient mieux à l'époque des talibans avant la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme en Afghanistan, elle n'a même pas le droit d'aller à la fenêtre pour se montrer. Le nouveau code pénal
on autorise les maris à battre leurs femmes tant que il faut pas non plus complètement leur briser les os. Donc chapeau, c'est parce que c'était un des objectifs affichés, et notamment en France, pays des droits de l'homme. On va libérer les femmes afghanes. Bonjour le résultat. Sur l'Iran, alors moi je suis plus radicale que toi là-dessus, Bruno. J'ai toujours été persuadée que ça se terminerait comme ça. Toujours, depuis le moment où j'ai commencé à couvrir les accords nucléaires avec l'Iran. Et je considère que alors évidemment, à la fin, la justesse et la légitimité d'une guerre, elle se juge à son résultat. Si c'est une catastrophe en Iran, que le régime subsiste, que les opposants sont massacrés, etc., encore plus, et que ça dégénère en guerre mondiale, effectivement, on dira que c'était une vraie connerie. Si le régime tombe, je suis désolée, mais pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est compliqué de ne pas aller aider des populations qui demandent la chute d'un tel régime, quand en plus ce régime est un régime qui veut avoir la bombe nucléaire et qui est une menace existentielle pour Israël, etc. De toute façon, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que les dés étaient jetés, non seulement parce que les négociations avec l'Iran, ça n'a jamais vraiment marché, ça a marché un peu à un moment, mais l'accord, tu le sais comme moi, Bruno, l'accord nucléaire sur l'Iran, c'était un accord qui visait à ralentir, à limiter, mais il allait tomber au bout de 10 ans et ça allait repartir comme en l'an 40. Et puis surtout pour une autre raison, c'est qu'il y a un moteur. Le moteur, c'est pas le moteur américain, le moteur, c'est le moteur israélien. Et que depuis les massacres du 7 octobre 2023, Israël a décidé que ce n'était plus possible de vivre avec des menaces terroristes permanentes à ses frontières, le Hamas et le Hezbollah, et qu'il y avait aujourd'hui une opportunité absolument historique d'essayer de régler le problème iranien au sens large, c'est-à-dire de faire chuter le régime et d'abattre le programme nucléaire, et donc de se débarrasser des affidés qui privaient du sang de la République islamique peuvent se rétracter. Et l'opportunité est d'autant plus importante pour les Israéliens que pour la première fois, ils ont réussi à embarquer les États-Unis. Alors ça ne marchera peut-être pas, et puis si ça marche, on verra peut-être de nouveaux courants terroristes se créer, etc. Sans doute, mais si ça marche... Bien. Non, attends, il y avait oui, il y en a donc, deux là. c'est une ensuite question ici, ensuite encore pour Monsieur Tertrais, Ouais. Bruno Tertrais. On va Donc, prendre plusieurs questions. ce matin, Monsieur Tertrais, je vous ai entendu dans l'émission Commentaires sur Radio Classique. Vous étiez bien sûr avec Jean-Marie Colombani et aussi Jean-Claude Casanova. Et à la fin de l'émission, vous avez conclu par la formule « c'est gagnant-gagnant ». Sauf erreur, vous parliez, je crois, de l'Europe. Mais pourriez-vous développer ce gagnant-gagnant? Ouais. Vous voulez pas prendre Bon, allez, d'autres on va questions prendre d'autres questions. Allez, non, avant. Là. Oui. Non. Lève la main, c'était lui. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Expliquez-nous pourquoi la Chine n'est pas intervenue. Elle avait tous les avantages de rétablir les routes de la soie terrestre, qui sont menacées par les deux guerres. Et en plus, elle apparaissait comme une puissance diplomatique et ridiculisait par là même l'ératisme de Trump. Est-ce que vous avez une explication? Intervenu en soutien de faire l'Iran. Imaginer un traité de paix, parce qu'elle est bien avec tous les pays intervenants. Et vous croyez que ça suffit pour faire les traités de paix, d'être bien avec tous les pays? Il n'y aurait plus de guerre, hein? Enfin, imaginez quelque chose. Oui, il y avait derrière aussi la troisième, et après on continue. Il n'a pas pris la parole. Voilà. On en prendra une autre deuxième vague après. Oui, alors les intervenants ont déjà partiellement répondu à la question que je voulais poser, mais je vais quand même la poser. Elle concerne en priorité M. Tertrais.
vous avez présenté la guerre dans le Golfe comme une catastrophe. Et vous avez argumenté. Vous avez avancé l'argument économique avec la fermeture partielle du détroit d'Ormuz. Et vous avez un petit peu développé avec le problème des engrais, par exemple, pour les pays africains, bien sûr. Vous avez avancé aussi l'argument de la montée de l'anti-américanisme, de l'anti-israélisme ou de l'antisionisme, ou peut-être même de l'antisémitisme dans le sud global, mais vous n'avez pas vraiment laissé ouvert la question du gain éventuel de cette guerre, c'est-à-dire, ça c'est plutôt Madame Lasserre qui en a parlé, en l'état, alors il faut rester très prudent, hein, parce que les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre, mais l'affaiblissement du potentiel d'agression de l'Iran, et puis couplé à ça, l'affaiblissement des fameux proxys, le Hamas, au prix malheureusement de la dévastation de Gaza, et du Hezbollah. Merci. Bon, on s'arrête là, on prendra une troisième vague. Allons-y. Alors, il y a 2 questions directement. Alors, juste une clarification, quand je disais tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas qu'on croie que je suis en décalage avec ce que disait Isabelle sur l'aspect humain des interventions et des peuples soumis à des régimes absolument abominables que sont l'Irak, l'Iran ou l'Afghanistan. Le fait qu'il y ait, à mon sens, le fait qu'il y ait une génération entière de jeunes Afghans et Afghanes qui ne sont plus là, c'est pas les mêmes qui se retrouvent, c'est pas on a été libre et hop, on n'est plus libre. Non, ils sont partis. Ils sont partis et c'est un atout formidable pour qu'un jour ce pays puisse devenir autre chose. Je pense que ce qui s'est passé dans la culture politique afghane ne sera pas effacé en 5 à 10 ans de talibanisme radical, puisqu'effectivement ils sont encore pires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient jusqu'en 2001. Alors, bon, on va revenir sur le côté coût-avantage. D'abord, juste pour avoir écrit il y a exactement 20 ans un livre qui s'appelait « Iran, la prochaine guerre » et qui disait, voilà, maintenant il n'y a plus que 2 solutions, c'est la bombe ou les bombes, et qu'il faut... La fenêtre pour éviter les deux, qu'on soit enfermé dans ce dilemme, est en train de se référer, et j'ai écrit ça il y a 20 ans. Donc, je ne suis pas en désaccord total là-dessus, sur cette logique-là. Et quelque part, le fait qu'on allait y arriver, je partage largement la logique exprimée par Isabelle. Alors attention, je le répète, je pensais l'avoir déjà dit, mais je n'ai pas été clair, je pense. Quand je dis c'est une catastrophe aujourd'hui. Aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, ou dans 6 semaines, ou dans 6 jours, je dirais, écoutez, les résultats sont là, le coût c'est ça, le résultat c'est ça, je trouve que ça valait la peine. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, parce que les résultats ne sont pas là. Ou plutôt, que les résultats obtenus jusqu'à présent me semblent excessifs par rapport au coût. Voilà, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, samedi. Mais nous verrons dans une semaine, j'aurai peut-être un jugement différent dans une semaine. La Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'Isabelle en a parlé aussi, de toute façon, elle ne va pas se mêler de ça. Elle n'a aucune capacité de médiation, elle n'a rien à apporter. Rien. Bon, soyons clairs. Et puis, je veux dire, il faut quand même rappeler, à propos des médiations, quand il y a 2 ânes qui n'ont pas soif, il n'y en a aucun des 2 qui va boire, ils ne vont surtout pas aller boire ensemble. Personne ne veut faire la paix aujourd'hui. Personne. Voilà. Les Américains n'ont pas compris ça. L'agent immobilier, les Laurel et Hardy de la diplomatie américaine, Witkoff et Kouchner n'ont toujours pas compris qu'ils ne pouvaient pas établir la paix entre l'Ukraine et la Russie de Vladimir Poutine. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui soit possible. Quand il faudra un médiateur, on le trouvera. Il ne sera probablement pas chinois, il sera turc, il sera pas kazakh, suisse, je ne sais pas, peu de choses. Là où votre question est intéressante, elle me permet, moi, de dire qu'il y a une hypothèse dans laquelle la Chine aurait pu gagner formidablement sur tous les plans en proposant ses services pour assister à la libération ou au maintien de la liberté de circulation dans le Golfe. Ça aurait été un superbe coup. La Chine n'est pas prompte à prendre ce genre de risque. Ça aurait été risqué. Elle n'a pas l'habitude des opérations militaires. Faire une opération militaire avec les États-Unis, ça aurait été rompre des tabous. Je pense qu'elle aurait été, mais de manière totalement, sur le papier, ça aurait pu être un coup formidable de la Chine, mais Xi Jinping ne raisonne pas comme ça. Enfin, dernier point sur le gagnant-gagnant. Alors, je crois que je me référais à une chose très simple, c'est que je pense l'augmentation des budgets, le réinvestissement dans la défense par les pays européens est une stratégie gagnante-gagnante. Pourquoi ? Parce que soit
Trump abandonne de plus en plus ses alliés de l'OTAN et on sera bien content de l'avoir fait, soit les États-Unis, j'allais dire, reviennent à des choses plus traditionnelles dans leur attitude d'ici 2 ans, par exemple, voilà. Et dans ce cas-là, on pourra afficher qu'on a rééquilibré la relation transatlantique et que, j'allais dire, l'Alliance Atlantique, l'OTAN sont désormais plus équilibrés, ce qui serait plus simple. C'est ça que je veux dire par jeu gagnant-gagnant, mais, malheureusement, parce qu'il y a un mais, j'abonde sur ce que disait Yabel tout à l'heure, franchement, on n'a plus beaucoup les moyens en France d'augmenter encore le budget de la défense. Bien, tu veux réagir quand même? Juste un mot, j'abonde tout à fait dans le sens de la Chine. La Chine a aidé, a facilité le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite depuis 3 ans. Et c'est vrai que ça s'est fait un petit peu avec l'aide de la Chine. Mais pourquoi? Parce que les 2 pays le voulaient, que les 2 pays y étaient prêts. C'est absolument l'opposé aujourd'hui. C'est comme... Voilà. Et d'ailleurs, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui ne veut pas, hein, parce que dans le cas de la Russie et de l'Ukraine aimera bien et la Russie ne veut pas. Sur les effets positifs, si la guerre se termine bien, ce dont je ne suis pas sûre, on peut même aller beaucoup plus loin que l'affaiblissement, enfin la disparition des proxys Hamas et Hezbollah. Dans la tête des Israéliens, ça crée un chemin. Alors, il est très fin et peut-être que c'est une illusion, hein, mais ça crée un chemin vers la réconciliation entre l'Iran et Israël et à l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. C'est quelque chose qui était un petit peu en marche il y a quelques années, puis qui avait été mis entre parenthèses par la guerre à Gaza, parce que l'Arabie Saoudite ne pouvait pas, avec sa population, cautionner la brutalité de l'intervention israélienne à Gaza. Mais la question est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, on va reprendre une série de 3 questions. Oui, il y a une demande ici et après je viens là. Oui, merci. Merci pour vos interventions. J'entends quelquefois sur les plateaux que vous fréquentez, les militaires, quelques-uns disent faut pas confondre les moyens et les objectifs. Alors ma question est la suivante, est-ce que les objectifs politiques des États-Unis et d'Israël sont les mêmes, à votre avis? Je ne parle pas de l'aspect militaire de la question, mais strictement politique. Oui, ensuite, une deuxième question ici. Oui. Merci. Juste 2 ou 3 points. Alors, la première, je ne sais plus dans quel journal j'ai lu ce matin, on parlait justement dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël, avec l'échec de la diplomatie, avec l'échec des références au droit international. Donc, il ne resterait à la fin, enfin, je trouve que c'est intéressant, que la guerre des stocks. C'est-à-dire qu'il était dit dans cet article, vous ne pensiez pas le contraire, que la Russie fournissait quand même des armes à l'Iran. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Et donc, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez étonné de voir que l'Iran finalement fourbit quand même et continue de résister. Deuxième petit point, oui, Bruno, d'après vous disiez que même les tyrans, les dictateurs, finalement font allusion dans leur défense au droit international. Enfin, ils sont dans une totale mauvaise foi. Il ne suffit pas d'invoquer le droit. J'ai entendu récemment un interview avant-hier, je ne sais plus sur quelle chaîne à la télé, c'était l'ambassadeur d'Iran en France, et c'était qui était interviewé par Darius Rochepin, je crois, qui était d'une mauvaise foi, enfin c'était énorme, et évidemment qu'il invoquait le droit. Bien sûr, tous les criminels disent j'ai le droit. Oui. Troisièmement, juste, oui, sur ce que peut faire la France. Ça aussi, j'ai entendu cette idée qui me paraît bonne. Là, il semble que la France, quand même, a apporté un savoir-faire
aux autres pays européens dans le domaine du nucléaire ou de certaines armes qu'elle possède. Est-ce que cette journaliste suggérait, je trouve ça intéressant, qu'elle puisse, vu l'état de la dette, qui est épouvantable, monnayer ce savoir-faire. Pourquoi pas? Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Et dernièrement, alors c'est le dernier point. Ça fait 4 points, alors. Dernier point, j'arrête après, promis. Oui, moi, ce qui me fait peur dans cette histoire de la guerre Israël, États-Unis, Iran, c'est qu'on voit déjà comment l'opinion, l'antisémitisme dans le monde s'est déjà un peu retourné contre Israël avec l'accusation du génocide, alors qu'Israël ne faisait que se défendre. Ça fait 4 questions. Hein. Même s'il y a eu effectivement des excès dans cette réponse. Si Est-ce que là, si la guerre... Je termine. Si la guerre... Ça fait 4 questions, madame. On Voilà, va pas avoir le temps de tout faire. Je termine après. Non, mais il est 4h15, on n'aura pas le temps de tout faire. Si la guerre échoue, enfin, j'ai peur qu'il y ait encore plus un retournement contre Israël. Voilà, j'arrête là. Bien, alors là, Je vais laisser Bruno répondre sur le nucléaire, parce que c'est vraiment, vous ne pouvez pas trouver le meilleur spécialiste sur la question que vous avez posée. Donc, je vais répondre sur l'objectif politique différent des Américains et des Israéliens, parce que justement, j'ai pas mal bossé là-dessus cette semaine. Il y a une partie des objectifs qui sont les mêmes. La destruction du programme nucléaire iranien, l'éradication du programme de missiles balistiques iraniens et la destruction des proxys, des affidés, Hamas et Hezbollah. Là où on note une petite divergence, c'est sur la question du régime. Donald Trump a changé un peu d'avis. C'est vrai qu'au début, juste avant le déclenchement de la guerre, enfin, au mois de janvier, il avait promis aux populations iraniennes de venir les aider en disant tenez bon, l'aide arrive, investissez les institutions, etc. Finalement, il l'a fait beaucoup plus tard. Est-ce que la question des droits de l'homme est importante pour lui? Je pense qu'elle n'est que à la marge. Donald Trump, visiblement, rêvait de reproduire le modèle vénézuélien, c'est-à-dire de décapiter la tête du régime et de discuter avec un membre plus dit modéré du régime qui obéirait aux ordres des États-Unis et prendrait quelques décisions. Alors ça n'a pas trop mal marché au Venezuela pour l'instant. Ça ne peut pas marcher en Iran, qui est une dictature religieuse, etc. Enfin, les mollahs, il n'y a pas de mollahs modérés, hein, comme il n'y avait pas de talibans modérés. Donc ça, on oublie. Mais c'est vrai qu'il se contenterait du maintien du régime avec une vague promesse de réforme, ce qui serait totalement débile. Enfin, les Iraniens promettent depuis toujours plein de choses et en fait ils mentent et il faut exactement l'opposé. Les Israéliens, alors leur discours a un tout petit peu glissé en 15 jours. Au début, ils disaient on va jusqu'à la chute du régime. Et aujourd'hui, ils disent on va affaiblir le régime suffisamment pour que les opposants puissent terminer le boulot. Et la phase 2 de la guerre, d'ailleurs, côté israélien, elle est d'aider les opposants à prendre le pouvoir. Je ne sais pas si ce sera... Personne ne sait si c'est faisable, mais c'est en tout cas vraiment pour le coup leur objectif. Donc il y a une petite divergence entre les États-Unis. C'est ce qui fait craindre aux Iraniens et aux Israéliens que Donald Trump signe la fin de la partie comme ça, en se contentant de la destruction provisoire. C'est toujours provisoire, une destruction du programme nucléaire, tant qu'il y a la tête pensante qui veut toujours... Voilà. Sinon, je vais répondre en 2 minutes sur l'Iran. L'Iran, en fait, effectivement, toutes ces armes qu'il tire... alors, l'Iran a aidé la Russie, donc c'est l'Iran qui a aidé la Russie dans sa guerre en Ukraine, en lui envoyant des drones Shahed et en l'aidant à construire une grosse usine de drones qui est au Tatarstan. Là, l'aide de la Russie à l'Iran en drone de retour, moi je ne l'ai pas vu confirmé. Je sais qu'il y a eu des rumeurs, mais je ne l'ai pas vu confirmé. Par contre, tout ça prouve que l'Iran en a sans doute davantage sous le pied
que ce qu'on pensait. Et là, aujourd'hui, l'Iran aurait utilisé des missiles qui peuvent aller jusqu'à 4000 km. Si c'est vraiment le cas, on voit que l'Iran, non seulement construisait clandestinement la bombe nucléaire, mais a aussi peut-être des programmes clandestins de missiles balistiques qui n'étaient pas forcément connus de la part de ceux qui surveillent l'Iran. Donc il y en a encore un peu sous la pédale. En même temps, c'est comme le point de rupture du régime. À un moment donné, ça va se tarir, et la puissance de feu américaine étant la première du monde, à un moment, ça va avoir des effets. Ouais, sur le missile magique iranien dont vous avez entendu parler ce matin, si vous avez suivi les informations, moi je crois qu'il y a une explication beaucoup plus simple. C'est que tout simplement le Khorramshahr 4, qui est lui-même inspiré du Musadan nord-coréen, qui est annoncé parce qu'il est testé à une portée de 2000 km, c'est sa portée utile, et qu'à 4000 km, ils ont mis un sac de billes dedans au lieu de mettre un obus. Enfin, voilà, ils ont allégé. Et ce genre de missile, si c'est suffisamment allégé, vous gagnez énormément à portée. Je ne crois pas du tout, enfin, sous réserve de vérification, je serais extraordinairement surpris si c'était un nouveau missile qui est sorti du turban, comme ça, sans qu'on le voit venir. Juste un point supplémentaire sur les objectifs. Les États-Unis et Israël. Votre question d'ailleurs, monsieur, portait seulement sur les objectifs politiques. Mais je crois qu'il y a quand même une constance, là pour le coup, une constance, quand on regarde bien les déclarations les plus officielles, celles qui sont écrites, une constance à la fois chez les États-Unis de Trump et l'Israël de Netanyahou. Parce que Trump n'a jamais verbalisé dans les documents officiels, à ma connaissance, la notion de changement de régime. Ça a toujours été changer la tête du régime, donc effectivement, Venezuela. Et Netanyahou n'a jamais dit « nous allons par nous-mêmes changer le régime ». Ça a toujours été « nous allons créer les conditions d'un changement de régime ». Parce que c'est l'opération Rising Lion au carré. C'est ce que Israël voulait continuer à faire en juin 2025 et les Américains les ont empêchés, pour faire simple. Hein. Donc je crois que là, il y a quand même un minimum de cohérence dans cette incohérence, plutôt dans cette absence de coïncidence des objectifs politiques, et c'est bien ça qui risque de poser problème, effectivement, si Trump décide de siffler la fin de la partie. Juste un point sur le droit international, madame. Non, je continue à penser que, si vous voulez, s'il n'y avait pas de coup politique à dire « je m'en fiche du droit international », les dictateurs se comporteraient autrement. Autrement dit, le simple fait que tout le monde dit « ce que je fais est justifié par le droit », signifie bien, à mon sens, qu'il y a un coup politique perçu à dire « je m'assieds délibérément sur le droit international qui n'existe plus ». Voilà. Donc le fait qu'il ne le respecte pas ne veut pas dire qu'il n'y a pas une valeur politique. C'est ce qui fait partie des petites choses qui j'allais dire, continuent à valoriser le droit international de manière générale. Enfin, pourquoi est-ce qu'on ne monnaie pas la protection nucléaire ? Parce qu'on perdrait notre indépendance. Ah non, je ne voulais pas du tout dire ça. Alors, j'ai peut-être mal compris ce que vous voulez dire, ce que vous avez dit quand vous avez parlé d'une journaliste qui disait quelque chose que je n'ai pas compris. Non, c'est l'indépendance totale, bien sûr. D'accord. C'est juste, il semble qu'on ait à savoir sur, par exemple, certaines armes, missiles, ou, enfin, des choses techniques uniquement, bien sûr, et que là, il y aurait quelque chose à monnayer. Bon, c'est peut-être une très mauvaise idée, mais évidemment. C'est un débat plus large. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, rapidement. Et puis j'en aurai une un peu large en conclusion. On n'aura pas la réponse, mais je voudrais quand même vous faire part de quelques... D'accord. Oui, on tient. On arrête impérativement dans 8 minutes, parce qu'on n'a pas la salle ensuite. Hein. Alors allons-y. C'est plutôt une question pour M. Tertrais. La rade de Toulon est vide, la rade de Brest est vide. La marine britannique n'a même pas été fichue d'envoyer une frégate à Chypre et ces 2 porte-avions sont indisponibles. Il y a un écart de disponibilité entre les 2 marines qui comptent en Europe absolument frappant. Mais pendant combien de temps pourrons-nous tenir avec tous nos bâtiments à la mer, même ceux qui ont 2 équipages qui peuvent tourner ? Il y aura un moment où il faudra quand même qu'ils reviennent pour l'entretien. Là, on a poussé au maximum la disponibilité de la flotte. Qu'est-ce que vous pensez de son dimensionnement ? Je ne suis pas du tout un spécialiste des questions opérationnelles. Ce qui est sûr, c'est que l'avantage
d'avoir un porte-avions nucléaire, c'est qu'il peut rester longtemps. Et il n'a pas besoin d'être ravitaillé par du pétrole, même dans la région où il y a le plus de pétrole au monde. Mais pardon, monsieur, non, je vais répondre rapidement parce qu'on n'a plus que 7 minutes. Je n'ai pas de réponse simple à votre question. Est-ce que la marine française me semble bien dimensionnée par rapport à l'importance des enjeux maritimes du XXIe siècle? Je pense que non. Est-ce que c'était une raison, comme disent certains, pour ne pas faire un porte-avions et de faire plein de petites frégates? Non. Pourquoi? Parce que j'invite chacun, ceux qui ont cette position, je n'ai pas du tout dit que c'était la vôtre, monsieur, mais si demain on disait la France renonce à son porte-avions, mais les grands titres du Figaro, je peux vous dire, le papier ne sera pas forcément écrit par Elisabeth, je ne sais pas, mais le déclassement de la France a commencé. Voilà. Enfin, bon, mais c'est vrai que... Là, je vous dis, ce qui ne serait sans doute pas faux. Ce qui ne serait peut-être pas faux. Mais si vous voulez, je peux vous dire des discussions que j'ai eues dans les années 2010 avec un chef d'état-major de la marine, donc je ne donne pas l'année parce que pour pas que vous puissiez trouver qui c'était, mais je dis, mais tu sais, moi je crois que t'es sûr que tu as assez de frégates pour 2030? Il dit, oui, ça devrait aller. Bon, bref. Non, on est sous-dimensionné, mais après, voilà, voyons le bon côté des choses. On a aussi une marine qui est employable tout de suite et c'est la seule en Europe. Écoutez, je vous remercie. J'avais juste un point qui n'est pas vraiment une question, mais qui m'est venu en vous écoutant, à propos notamment du droit international. Je dirais qu'il y a une sorte de paradoxe. C'est une construction, je dirais, presque symbolique, qui est indispensable et incontournable. En même temps, excuse-moi, on sait que c'est le rapport de force. S'il n'y a pas un rapport de force derrière, ça ne pèse pas. Et je ne pense pas que ce paradoxe soit dépassable d'une certaine façon. C'est une première remarque. Et puis, une deuxième remarque, mais là qui nous pousse plus loin pour une future réflexion de politique autrement, il y a d'un côté un point de vue, je dirais, d'intervention en fonction, je veux dire, des populations civiles, etc. Et de l'autre côté, on a souvent affaire à ce qu'on appelle la réelle politique. C'est-à-dire tenir compte, est-ce que les intérêts nationaux sont concernés ou pas, et on est toujours un peu tiraillé entre les deux. Et je pense que c'est une question qui est peut-être à creuser dans le futur pour politique autrement. Parce que je pense que c'est une question très difficile. Et si je renvoie à l'histoire, par exemple, on a eu affaire à des régimes qui ont été balayés par les bombes. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de démocratie après. Je citais l'Allemagne, le Japon, même si ça s'est passé. Donc, il y a d'un côté ce point de vue-là. Et est-ce que d'un côté, on a affaire à... Si la nature du régime est de type, j'emploie le mot entre guillemets, totalitaire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avec une différence essentielle qui est l'arme atomique aujourd'hui, par rapport à... qui est quand même une donne fondamentale. Voilà quelques questions pour la poursuite de notre réflexion, en remerciant les deux interventions que nous avez apportées. Voilà.